Grand Matin Sud Radio. Le petit déjeuner politique. Il est 7h43, c'est le petit déjeuner politique d'Aurélien Pradier, qui est député Les Républicains du Lot et secrétaire général des Républicains. Bonjour Aurélien Pradier. Bonjour. Ça se confirme ce matin, le gouvernement souhaite en matière d'immigration instaurer des quotas en fonction des besoins sur le marché du travail. Bonne idée ou pas ? Oui, c'est une bonne idée. C'est une idée que les Républicains nous défendons depuis de nombreuses années, donc je ne dirais pas ce matin que c'est une mauvaise idée. Mais l'idée, c'est bien. Les actes, c'est beaucoup mieux. Et sur ce sujet, Emmanuel Macron est totalement impuissant. Nous avons eu il y a quelques semaines un débat à l'Assemblée nationale sans vote. Imaginez, sur une question aussi essentielle que l'immigration, on nous a fait bavarder pendant plusieurs heures sans que nous puissions voter quoi que ce soit derrière. Et donc je vois bien la stratégie d'Emmanuel Macron. Elle est de bavarder largement sur ce sujet avec des chiffres qui sont accablants. On a une augmentation de 20% des demandes d'asile dans notre pays depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron. On a une baisse du budget de lutte contre l'immigration irrégulière de près de 10% cette année. C'est 12 millions d'euros qui manquent au crédit de l'État. Donc vous voyez, sur ce sujet, on n'a pas le droit de faire seulement se payer de mots, il faut aussi se payer d'actes. Mais il va prendre des mesures demain, un comité interministériel, et il va mettre a priori en place ces quotas. Dans un pays comme le nôtre, on ne prend pas de mesures comme celle-ci seulement avec un comité interministériel. Non, c'est donc pas un comité. Qu'est-ce que vous réclamez alors ? La loi, c'est la loi qui doit fixer les règles. Le niveau de quota doit être fixé par la loi. Vous savez, Emmanuel Macron, il croit en cette parole magique. Plutôt, il fait semblant de croire en cette parole magique. Il pense que des mots suffisent à faire des actes ou de véritables réformes. Sur ce sujet, nous n'avons pas les outils législatifs aujourd'hui pour appliquer une mesure de quota. Et donc Emmanuel Macron ne vienne pas nous baratiner en nous disant qu'il va le faire. S'il veut le faire, il faut un débat à l'Assemblée nationale, il faut un vote, il faut transformer la loi. Et ça, c'est pas prévu ? Écoutez, en tous les cas, aujourd'hui, la dernière fois que nous avons débattu de l'immigration, nous avons eu, je vous le redis, un débat sans vote, ce qui est une tartufferie pas possible sur un sujet aussi essentiel. Mais ce qui, pour moi, est le plus grave encore, c'est le niveau de cynisme d'Emmanuel Macron. Parce qu'au fond, Emmanuel Macron, tout ce que je vous dis là, il le sait, et son gouvernement, ils le savent. Ils savent qu'ils ne peuvent pas faire, ils savent qu'ils ne le font pas, et même qu'ils ne veulent pas faire. Mais ils jouent avec le feu. Emmanuel Macron se réveille tous les matins en rêvant de Marine Le Pen. Ce qu'il veut, c'est être au deuxième tour de l'élection présidentielle avec Marine Le Pen. Et la responsabilité, notamment des Républicains, c'est d'empêcher ce duel mortifère et stérile. En attendant, il veut quand même prendre ses mesures, et sans doute que si ça ne passe pas par un débat à l'Assemblée nationale, c'est peut-être encore pour aller plus vite et les appliquer, dans l'immédiat. Soyons très clairs, nous sommes dans une république qui est encore à peu près organisée, dans une démocratie. Donc c'est du vent alors. Et bien sûr que c'est du vent, mais c'est du vent. Mais pardon de vous dire que ça fait 2 ans que c'est du vent. Je vous prends un chiffre très simple. On nous dit que les moyens sont renforcés pour lutter contre l'immigration irrégulière. Sur le budget cette année, c'est 10% de baisse, 12 millions d'euros qui manquent aux moyens de l'État pour lutter contre l'immigration irrégulière. Donc vous voyez qu'il y a un écart abyssal entre les mots et les actes, parce que sur ce sujet, Emmanuel Macron n'a pas de conviction. Il fait semblant de répondre aux attentes des Français, alors même qu'il n'y répond pas. Oui, alors Aurélien Pradier, s'il lance quand même ces mesures et s'il les met en application, qu'est-ce que vous souhaitez, vous, sur le fond ? Que ce soit des quotas annuels par secteur, par profession ? Il y a 2 choses que je souhaite rappeler. D'abord, que la France a une grande tradition d'asile. Moi, je suis très attaché aux demandes d'asile lorsqu'elles sont respectées selon les règles qui sont celles de la République. Toute personne en danger dans son pays pour des questions de conviction religieuse, de conviction politique, doit être protégée par la République française. Et ce que je dis là, c'est ce que la droite, historiquement, a toujours dit d'ailleurs. Mais le pendant de cela, c'est que sur la question de l'immigration, nous devons réguler les choses. Je refuse que nous accueillions aussi mal que nous accueillons aujourd'hui des milliers de femmes et d'hommes. Il faut voir comment, y compris dans mon département du Lot, ces femmes-là et ces hommes-là et ces enfants sont accueillis dans de très mauvaises conditions. Et je ne le souhaite pas. Je souhaite donc que nous accueillions moins, mais que nous puissions accueillir mieux. Et je pense que c'est par secteur d'activité qu'il faut le faire, parce que l'emploi est tout de même la meilleure manière de s'intégrer dans un pays. Et pourtant, il y en a certains qui sont contre. Je lisais le président de la Fédération française du bâtiment, il dit il y a déjà des chômeurs dans le secteur du BTP, on peut les former. Est-ce qu'on ne devrait pas davantage former les gens qui sont aujourd'hui sans emploi en France, plutôt que d'accueillir des immigrés pour occuper en fait ces postes ? Bien sûr, d'abord parce que c'est la réponse que nous devons apporter à nos concitoyens, si on ne veut pas que les exaspérations montent un cran supplémentaire. Vous savez, sur tous ces sujets d'immigration, qu'est-ce qui fait aujourd'hui la tension dans le pays ? Qu'est-ce qui fait parfois la haine de beaucoup de nos concitoyens ? C'est l'absence de solution politique. Et donc il ne faut pas se cacher la face, il faut agir véritablement. Et je suis assez d'accord avec ce que vous avez dit. Il ne faut pas que l'immigration soit un palliatif à ce que nous ne sommes pas capables de régler en France. Ne serait-ce que pour respecter d'ailleurs la question d'immigration. Les personnes qui viennent dans notre pays ne sont pas la main-d'œuvre bon marché. On doit avoir une meilleure considération. D'autant qu'on recherche beaucoup d'ingénieurs. Il y a un tas de secteurs dans
la biotechnologie, dans l'industrie, bien sûr. Et c'est pour cela que je pense qu'aborder le sujet par secteur économique est intéressant. Ça nous permettra aussi de voir les ressources humaines de fortes capacités que nous pouvons accueillir. Et je le redis, tout cela pour faire en sorte que nous accueillions mieux, parce que c'est la dignité de la France, et c'est l'indignité de la France aujourd'hui d'accueillir dans des taudis, dans des bidonvilles comme nous le faisons. Oui. Autre sujet, la laïcité, relancée par les affaires du voile notamment. Votre patron des Républicains, Christian Jacob, vous confirmez, va envoyer une lettre à Emmanuel Macron, c'est ça, pour demander qu'il y ait une nouvelle commission sur le modèle de la commission Stasi. En effet, je peux vous confirmer ce matin que cette lettre sera envoyée cette semaine. C'est un acte important que nous avons décidé en comité politique. Quel est le fond de l'affaire ? Sur la question de la laïcité, Emmanuel Macron ne fait rien, là encore. Et lorsque l'acte politique est faible, les haines sont fortes. Il faut que nous agissions. Nous avons des convictions extrêmement fortes sur ce sujet, historique, depuis la commission Stasi portée par Jacques Chirac et François Baroin à l'époque, qui a refondé les grands principes de laïcité dans notre pays, qui a clarifié les choses. Enfin, nous avons pu avancer. On voit qu'aujourd'hui, finalement, ça ne fonctionne pas. Non, parce qu'aujourd'hui, Emmanuel Macron a refusé d'aller plus loin, mais nous pourrions tout à fait le faire. Et c'est pour cela qu'on souhaite, comme la droite l'a fait il y a quelques années, refonder une nouvelle commission qui, après avoir fixé déjà des interdictions du port du voile, notamment lors des sorties scolaires, et je suis extrêmement catégorique sur ce point-là, c'est un lieu neutre que celui de l'école et celui des voyages scolaires. Il n'y a pas de débat sur la question du voile, à mon sens, dans l'espace du service public. Justement. Oui, dans mes convictions, il n'y en a pas, parce que je suis un laïc profond, j'ai une conviction certaine de la République, et lorsqu'on a une conviction certaine de la République, il n'y a pas de débat sur ce sujet. On considère que les espaces de service public sont des espaces neutres. Alors, mais dans beaucoup d'écoles, il n'y aura plus de parents pour accompagner les enfants. Ça, c'est une vision pragmatique, c'est une vision fataliste des choses. Moi, je ne considère pas que la fatalité d'une situation matérielle doit écorner l'idée qu'on se fait de la laïcité et de la neutralité de l'espace public. Oui, donc dans cette charte, dans la nouvelle commission, il faudrait travailler à une nouvelle charte, c'est ça, de la laïcité, dans l'espace public et également dans l'espace privé ou pas alors ? Il faut que nous traitions tous les sujets. Dans l'espace privé, non, soyons clairs. Une femme peut tout à fait... Il y a le numéro 2 du parti, Guillaume Pelletier, qui dit qu'il faudrait peut-être étendre ça aux entreprises privées également, cette charte. Essayons d'être précis. Tout ce qui relève du service public, et notamment de l'école, doit être un lieu de neutralité. Dire cela, ce n'est pas stigmatiser qui que ce soit. Vous savez sûrement qu'un des grands fondateurs, des contributeurs de la laïcité, date d'il y a quelques siècles, et c'était un penseur musulman, en l'occurrence, qui pensait la laïcité. La laïcité est une garantie de liberté pour chacun. Dans l'espace des services publics, il n'y a pas de débat. Dans la rue, chacun fait ce qu'il veut. Ma conviction sur le voile est tout autre. Ma conviction sur le voile est que ce n'est pas un signe d'émancipation des femmes, mais la liberté pour chacune de le porter dans l'espace public n'est pas contestée. Et je serai toujours le défenseur ardent de nos compatriotes musulmans qui font un choix différent du mien dans l'espace public. Mais dans l'entreprise, c'est une chose différente, parce que dans l'entreprise, nous sommes sur un lieu collectif qui fixe des règles qui ne sont pas des règles seulement personnelles ou individuelles. Et à l'université, le sujet s'appliquera de la même manière. C'est pour cela qu'il faut aujourd'hui que de manière sereine, nous ayons des penseurs solides qui puissent se remettre autour de la table pour évacuer tous les sujets. Oui, Aurélien Pradié, de manière sereine, parce qu'il y a un manque de sérénité en France sur ce débat, et notamment l'islamophobie. Qu'est-ce que vous pensez de la manifestation qui est prévue ce week-end, justement ? Je pense que c'est une erreur. Évidemment, je pense d'ailleurs que la grande majorité de nos compatriotes musulmans ne cautionnent pas ce genre de provocation. Vous savez, moi je suis véritablement un laïc. Je me suis engagé en politique parce que je crois profondément à la République, et notamment à ce pilier fondateur qui est celui de la laïcité. Et je veux être, comme d'autres d'ailleurs, le défenseur de toutes celles et ceux qui croient en la laïcité. Croire en la laïcité, c'est, je le redis, avoir ces espaces de neutralité, qui sont des espaces de liberté. Parce qu'au fond, je crois à quelque chose de plus grand que nos petites individualités. Ce quelque chose de plus grand, c'est la République. Oui. Toutes ces idées autour de l'immigration, de la laïcité, pour vous, ça doit être un marqueur pour les Républicains, alors que vous êtes justement coincé un peu entre la majorité d'Emmanuel Macron, vous l'avez dit tout à l'heure, et le Rassemblement national. Ce qui doit être un marqueur pour les Républicains, ce sont les solutions. Moi, j'ai aujourd'hui une mission qui n'est pas simple, qui est celle d'être secrétaire général de mon mouvement politique. Je me suis beaucoup engagé sur des sujets sociaux, sur le handicap, sur les violences conjugales. Ça, je pense que ce sont aussi des marqueurs de droite. Mais au fond, il n'y a pas tant de marqueurs de droite que de gauche que cela. Ce qui compte, c'est qu'aujourd'hui, la droite redevienne crédible et qu'elle soit capable de porter des solutions. Sur ces sujets, nous avons une différence avec Emmanuel Macron. Lui, il parle, il ne fait pas. Il faut que nous parlions et que nous faisions. Oui. À propos des violences conjugales que vous avez évoquées à l'instant, donc votre proposition du bracelet anti-rapprochement, il devrait voir le jour en 2020. Du coup, vous dites merci à Marlène Schiappa ?
Pas Marlène Schiappa. Je pense que Marlène c'est Schiappa elle qui porte aussi un petit peu ce combat. Donc, écoutez, soyons clairs, Marlène Schiappa, sur ce sujet, elle n'a rien porté du tout. Figurez-vous que nous avons passé... Vous exagérez. Non, j'exagère pas et je vais être précis. Ouais. Nous avons passé 10 heures dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale à examiner cette proposition de loi dont j'ai été l'auteur et qui a été adoptée à l'unanimité. Savez-vous qui a été absente pendant 10 heures de débat ? Savez-vous avec qui je n'ai eu aucun contact depuis le début de la préparation de cette loi ? Marlène Schiappa. Marlène Schiappa n'a pas assisté à une seule seconde de nos débats à l'Assemblée nationale. Marlène Schiappa, elle bavarde, elle parle. Et sur un sujet comme ça, cela me révolte. Cette proposition de loi, nous la devons à tous les députés qui se sont unis, nous la devons à la garde des Sceaux qui a été mobilisée sur ce sujet à nos côtés, et nous ne la devons surtout pas à Marlène Schiappa. Ça, c'est un marqueur, voyez-vous. C'est un marqueur de ce que nous avons été capables de faire sur ce sujet, pendant que Marlène Schiappa se promenait sur les plateaux de télévision mais et elle continuait organisait le bavarder. Grenelle des violences conjugales. C'est elle qui a lancé l'idée, non Moi, je veux bien qu'on se réunisse autour d'une table, qu'on fasse les malins, qu'on se redise ce qu'on sait déjà. Ce qu'il fallait, c'est passer aux actes. Et sur cette proposition de loi, rien n'avait été fait. Si au 1er janvier 2020, le bracelet anti-rapprochement est appliqué, c'est grâce aux députés des Républicains qui l'ont porté, mais à tous les députés qui se sont unis autour de cela, et c'est sûrement pas grâce à Marlène Schiappa. C'est une vérité qui est partagée d'ailleurs sur tous les bancs de l'Assemblée nationale. Ah oui. Sur le fond, d'un mot quand même, ce bracelet, il ne pourrait être posé qu'avec le consentement des deux personnes. Hein. Non, nous avons c'est ce que j'ai cru comprendre. Complété la loi. Je vais mieux vous l'expliquer. Il se trouve qu'on a un problème constitutionnel puisque c'est un juge civil qui va statuer sur le port du bracelet puisqu'on veut le faire en matière préventive. Et donc, en civil, on ne peut pas imposer le bracelet. Mais nous avons trouvé une solution, ce sont les députés qui l'ont fait. J'ai porté cet élément de proposition en disant que si l'individu le refusait, ce qui sera toujours le cas évidemment, nous transmettons immédiatement au parquet qui, lui, avec des pouvoirs du juge pénal, pourra mettre en place un contrôle judiciaire, placer en détention provisoire ou imposer le bracelet. Donc au final, le bracelet sera imposé. Mais vous savez, sur ce sujet, nous avons beaucoup travaillé. Et c'est un sujet trop important pour que, je le redis, on se satisfasse de slogans. Et je suis non pas fier pour moi, mais fier pour l'idée que nous faisons de la politique, que sur cette question-là, nous ayons pu passer des paroles aux actes. Cette proposition de loi, vous l'avez dit, passe au Sénat cette semaine. Elle sera applicable au 1er janvier 2020. Nous le devons au travail des députés, seulement au travail des députés et des associations qui nous ont beaucoup aidés. D'un mot, demain, élection à la tête du groupe à l'Assemblée nationale, vous soutenez qui ? Écoutez, moi j'ai apporté un soutien à Olivier Marleix, qui est un ami, et je l'ai fait parce qu'il a des qualités humaines, comme beaucoup d'autres candidats d'ailleurs ont des qualités humaines, mais parce que je crois à une valeur qui est celle de la fidélité, de l'amitié et de la loyauté, et ça compte aussi en politique. Oui, Aurélien Pradier, le mot de la fin avec Cécile Le Ménibus. Et après votre tour de France du handicap, vous estimiez que le gouvernement et Sophie Cluzel, qui est secrétaire d'État des personnes handicapées, niaient la réalité du terrain pour les enfants en situation de handicap à l'école. Et puis hier, on a appris que 87% des élèves handicapés sont à temps plein à l'école. Est-ce que c'est le moment justement de féliciter Sophie Cluzel et Jean-Michel Blanquer ? J'ai jamais voulu faire de ce sujet un sujet polémique. Simplement, je m'inquiète un peu de voir la manière dont Jean-Michel Blanquer et Sophie Cluzel se font mousser sur ce sujet. Vous savez, je continue à rencontrer beaucoup d'associations, j'ai beaucoup de collègues députés qui travaillent sur cette question, et tous les jours on nous fait remonter des situations d'enfants qui ne sont pas scolarisés. Donc je ne ferai pas de polémique, mais je dis simplement à Sophie Cluzel, à Jean-Michel Blanquer... 87%, ça veut dire que ça fonctionne. On a un vrai doute, je vais vous dire les choses clairement, on a un vrai doute sur les chiffres. J'ai participé à une commission d'enquête avec Sébastien Jumel, député communiste. Les chiffres qu'on nous indique ne sont pas cohérents avec la réalité, et donc je ne les conteste pas fermement parce qu'on a du mal à avoir les indicateurs, mais ce que je sais, c'est que les situations nous remontent au quotidien, et je voudrais juste dire, tant mieux si les choses vont mieux. Je ne suis pas certain qu'elles aillent beaucoup mieux. En tous les cas, on n'a pas encore fait notre révolution. Mais j'invite les deux ministres en question, Jean-Michel Blanquer et Sophie Cluzel, à faire preuve de beaucoup d'humilité. On ne fait pas de com sur le handicap. On ne se satisfait pas de la situation tant qu'il y a encore un seul de ces gamins qui n'est pas scolarisé, et il y en a plus d'un seul encore dans notre pays. Merci beaucoup. Oui, Aurélien Pradier, député LR du Lot et secrétaire général des Républicains, jeune secrétaire général des Républicains, 33 ans, et donc qui va soutenir demain Olivier Marleix. Merci d'avoir été ce matin avec nous, l'invité de Sud Radio. Et dans quelques instants, nous reviendrons sur cet automne social assez tendu. Restez avec nous, 7h57, c'est le Grand Matin Sud Radio. 5h-10h, le Grand Matin Sud Radio.